Bonjour, je vous remercie surtout la comité d'organisation de m'avoir invité ici. En fait, j'aimerais bien parler aujourd'hui de l'épidémiologie génétique et du VHP. En fait, c'est plutôt une thématique qui m'intéressait depuis 7 ans, 8 ans, depuis que j'ai commencé à travailler avec les services maladies infectieuses, avec Karine Lacombe et Pierre-Marie Girard. Et juste pour dire, l'épidémiologie génétique, ce qui est un peu difficile, c'est que c'est l'épidémiologie, c'est un peu les cliniques, c'est un peu les traitements, c'est un peu de tout. Donc aujourd'hui, je vais juste commencer avec une épidémiologie un peu large. Et je vais juste décrire l'histoire naturelle pour ceux qui sont pour la confection VIH-VHB. Je vais parler un petit peu de variabilité génétique, c'est-à-dire plutôt des génotypes. Et le variabilité génétique, c'est tellement lié au traitement que forcément, il faut parler de traitement. Et plus tard, je crois que Maud Lamoine va parler un peu de ces problématiques aussi. Mais on va parler un peu de réponse virologique, un peu d'échec virologique, et aussi quelque chose qui est assez nouveau, c'est la réponse sous-optimale. Puis bien sûr les perspectives et conclusions, etc. Donc l'épidémiologie du VIH-VHP, c'est intéressant parce que il y a pas mal de régions où ça se chevauche, parce que forcément c'est des modes de transmission assez similaires. C'est-à-dire, le mode de transmission, c'est contact sexuel, c'est l'usage de drogue, et aussi, c'est forcément, c'est la transmission maternelle-fœtale. Donc, ça ne nous étonne pas qu'il y a vraiment un chevauchement dans quelques régions. Par exemple, on voit l'Afrique subsaharienne, on voit que sur cette carte-là, ça c'est la prévalence de VHB. On voit que s'il y a une prévalence assez élevée dans l'Afrique subsaharienne aussi, ça c'est pour la petite b, et aussi pour le VIH. On voit dans quelques régions aussi, notamment l'Asie du Sud-Ouest, on voit qu'il y a une forte prévalence de VIH et aussi une forte prévalence de VHP. Donc, ça ne nous étonne pas aussi que 90% des patients affectés par le VIH, ils ont des marqueurs sérologiques indiquant un contact passé avec le VHP. Et donc, du coup, ça fait à peu près entre 5 et 15% de patients infectés par le VIH, ils sont aussi co-infectés par le VHP. Au niveau de ce qu'on appelle en anglais de fardeau santé publique, ça fait combien de patients total? Globalement, ça fait à peu près entre 2 et 4 millions de personnes mondiales qui vivent avec le VIH et le VHP. Donc, au niveau de co-infection, typiquement, il y a des gens, surtout en santé publique, qui ne connaissent pas vraiment la co-infection. Ils me demandent, est-ce que la co-infection, ça porte un risque? Est-ce que ça porte un problème? Est-ce que c'est un vrai enjeu de santé publique? Bon, surtout chez les patients VIH, avec le début des antirétroviraux, on voyait une incidence de mortalité liée au VIH qui est vraiment diminuée. Mais ceci dit, cependant, il y a une augmentation de morbidité liée aux maladies du foie. Donc du coup, ce qui apparaît en ce moment, c'est des vrais problèmes hépatologiques plutôt, et pas vraiment des problèmes liés au VIH. Par exemple, en Europe, on voit qu'il y a un accès de risque, un risque d'accès de 36% à peu près de mortalité chez les patients qui sont co-infectés par rapport aux patients qui sont mono-infectés VHP. Et pourquoi? C'est typiquement ce qui se passe avec une infection VIH aiguë. Ça passe chez les mono-infectés, ceux qui ne sont pas infectés par le VIH, je veux dire, typiquement c'est 9% qui passent à l'infection chronique. Mais chez les patients qui sont infectés par le VIH, c'est complètement différent. On voit chez les adultes, ça suit une infection chronique 25% de fois. Et aussi chez les enfants, c'est entre 50 et 90% de fois. Donc, ils ont plus à risque d'avoir une infection de VIHP chronique. Et qu'est-ce que ça porte? Ça augmente bien sûr la maladie terminale du foie et aussi ça augmente aussi le risque de carcinome hépatocellulaire. Donc oui, effectivement, c'est un grand enjeu et Maud Lamoine va parler de tout ça plus tard. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi cet aspect un peu géographique. Ce qui est intéressant, c'est, et j'espère que vous allez voir, c'est un des petits typos, mais on voit que la variabilité génétique liée au génotype, c'est plutôt géographique. On voit en Europe, on a plutôt le génotype A, européenne, et aussi en France, le génotype G. Dans l'Afrique de l'Ouest, on a plutôt le génotype E, et aussi dans l'Afrique subsaharienne, c'est plutôt A. En Asie, c'est plutôt B ou C, et chez les populations inuites, ou esquimaux, dans la population nord du Canada, c'est plutôt F.
Donc, ce qui est intéressant, il y a plein de génotypes, de différences de génotypes, mais ça reste assez contraint au niveau géographique. Donc, souvent on demande, le génotype, est-ce que ça a un rôle au niveau clinique? Est-ce que ça a un impact clinique? Parce qu'il faut savoir s'il y a des génotypes qui sont des effets plus délétères ou pas. Le problème avec ces genres d'études, c'est le fait que, vu que c'est tellement lié au niveau de géographique, c'est vraiment difficile à faire une comparaison entre le génotype A, par exemple, et le génotype B ou C, où se trouve souvent en Asie. Mais avec l'étude Reveal en Asie, enfin plutôt Taïwan, ils avaient comparé plutôt le génotype B et le génotype C. Et ils ont trouvé qu'il y a un effet délétère au niveau de, si quelqu'un, ils avaient un génotype de VHB C. Et c'est le risque de, ils ont évalué le risque de carcinome épithéliaire. Ils voient que le risque, ça augmente à peu près de 2 fois. Mais le problème, c'est que est-ce que c'est vraiment dû au fait que c'est le génotype, ou est-ce que c'est plutôt dû au fait qu'il y a une réplication du VHB assez élevée? Ça, c'est une grande question. Et donc, dans le même modèle, je vais juste mentionner ce modèle-là, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'ils avaient des groupes avec une persistance, à peu près de 10 puissance 5, 10 puissance 7, qui sont assez élevés. En fait, si on regarde l'effet, l'impact en tant que tel, on voit que c'est à peu près des hazard ratios à peu près de 10, par rapport au génotype qui est juste un niveau de 2, à peu près. Donc, la question c'est que est-ce que c'est plutôt la réplication qui pose le problème, ou est-ce que c'est plutôt le génotype? On ne sait pas. Et en plus, comment est-ce que ça peut vraiment comparer avec le génotype A? On ne sait pas. Donc, si on veut parler aussi au niveau de santé publique, il faut vraiment étudier aussi l'impact sur le traitement. Et le traitement, c'est très très important parce que forcément, il va y avoir des pressions sélectives sur le génome de VHB. Et ici, on voit, il y a le génome de VHB. Et ce qui est le virus, il est très malin. En fait, il y a beaucoup de chevauchements entre les gènes pour que ce soit plus efficace de créer le particule de virion. Et ce qui est intéressant, le gène POL, ce qu'on voit ici, ça c'est responsable pour plutôt synthétiser l'enzyme polymérase. Et sur pas exactement la même région, mais certaines régions, il y a le gène S. Ça c'est plus ou moins responsable pour synthétiser l'antigène HBS. Donc, typiquement, on traite un patient par le VHB avec par l'amivudine, emtricitabine, alofovir, entecavir et aussi tenofovir, bien sûr. Mais typiquement, si on traite, il y a des mutations qui arrivent sur le gène POL. Et vu que c'est un gène qui chevauche, typiquement, il y a une mutation qui arrive aussi sur le gène S. Donc, est-ce que ça pose un problème au niveau de l'antigène HBS? On pense que oui, parce que typiquement, ce qui se passe, il y a quelques mutations qui ont montré qu'il y a une diminution de l'antigénicité de l'antigène HBS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut voir une souche de VHB qui peut infecter des gens qui sont vaccinés. Est-ce que c'est un vrai problème? C'est encore un débat, mais on pense que c'est assez intéressant comme finding. Puis aussi, il y a de possibilités de voir un faux positif par test ELISA. Et ça, c'est assez important parce que si on veut faire une campagne de dépistage, si on a des faux positifs, ça pose un problème. Donc, aussi avec les traitements, ce qui est très intéressant, c'est cet aspect de réponse virologique. Et forcément, comme je disais, les patients qui ont infecté VHVHB, typiquement, ils sont traités par l'amivudine ou tenofovir, et pas vraiment un entecavir tout seul, ça c'est clair. Mais il y a les recommandations européennes, ils ont un schéma assez bien décrit comment on traite les gens infectés par le VIH et VHB. Donc je ne vais pas vraiment aborder ce sujet-là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est les recommandations européennes. Ils définissent une réponse virologique comme une charge virale de VHB indétectable par voie d'une quantification PCR sans sensible. Et moi, j'ai ajouté typiquement après 48 semaines. Et ça, c'est un vieux critère à peu près, c'est plutôt dans le domaine d'interférons, mais assez souvent, il y a des gens qui me disent « ouais, à 48 semaines, il faut voir une charge virale indétectable ». Donc, est-ce que c'est vraiment réaliste? On ne pense pas. Je vais parler un petit peu de ça plus tard. Mais aussi, le charge virale, il faut que ce soit évalué à peu près entre 6 et 3, chaque 3 et 6 mois, lorsqu'un patient reçoit un traitement. Et ça, c'est vraiment, ça dépend sur le niveau de fibrose et aussi le type de traitement. Donc, l'échec virologique, c'est assez simple. Enfin, quand on dit l'échec virologique, ça veut dire une réplication due à mutation. Si un patient arrête un traitement anti-VHB, il se peut avoir une remonte de la réplication VHB. Mais
bon, on va parler vraiment de la mutation, de toutes les mutations, ce qu'on appelle les mutations de résistance. Et ils sont assez bien définis. Si on regarde la ligne de l'amivudine, c'est très connu, enfin, c'est des mutations classiques. Typiquement, c'est une mutation qu'on appelle YMDD, parce que ça, c'est les régions sur le gène Paul. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que, voilà, il suffit juste d'avoir une mutation. Et chez les patients co-infectés VIH-VHB, après 5 ans avec le traitement de l'amivudine, c'est à peu près de 90%, ils ont une mutation de résistance à l'amivudine. Donc, au niveau d'efficacité, c'est pas terrible. Je ne vais pas vraiment parler d'alofovir, mais tenofovir, ce qui est le plus... Moi, j'ai mis RT à 181 TUV, mais ça, c'est vraiment des données qui sont in vitro et pas en vivo. Et nous, dans le cohorte VIH-VHB, en France, on a des patients qui avaient ces mutations-là, qui ont répondu au traitement, surtout tenofovir, aucun problème. Et j'ai mis aussi, ça c'est aussi un grand débat, mais c'est la mutation RTA194T. Et ça, c'est un grand débat parce qu'au début, on pensait que c'est une vraie mutation, mais nous aussi, on trouvait, et d'autres équipes aussi, ils ont trouvé que ces mutations-là, les patients qui ont ces mutations, ils ont répondu au traitement de tenofovir, aucun problème. Donc aujourd'hui, on ne sait pas les mutations de tenofovir. Ce n'est pas tout à fait clair. Et même après 8 ans d'exposition au traitement, maintenant, il y a des études thérapeutiques à 8 ans, on n'arrive pas à trouver des mutations sur tenofovir. Donc du coup, c'est assez intéressant comme molécule pour l'emploi, enfin, pour traiter des patients co-infectés VIH-VHB. Mais ce qui est intéressant, c'est, je vais juste revenir à cette problématique de la réponse virologique. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que moi, j'ai pris une analyse simple. C'est le cohorte VIH-VHB, je ne vais pas vraiment parler beaucoup là-dessus, mais j'ai pris tous les patients qui sont traités par tenofovir. Et je regardais quand ils sont devenus indétectables au niveau de VHB. Et ce qui est intéressant, c'est 48 semaines, ou mois 12 ici. On voit qu'il y a très peu de patients qui ont répondu. Mais si on regarde le mois 24, il y a à peu près de 60% de patients qui avaient une charge virale indétectable. 60% après 2 ans. Et ce qui est très intéressant, un quart de patients, ils ont arrivé à atteindre une charge virale indétectable entre mois 24 et mois 36. Et encore, si on regarde entre mois 36 et mois 60, on regarde, il y a 4% encore qui arrivent à avoir une charge virale indétectable. Ça, c'est des patients qui ont infecté VHB. Bien entendu, c'est une population qui est majoritairement traitée par l'amivudine. Donc, ce qui est intéressant, c'est le fait que la réponse tardive est assez fréquente chez les patients qui ont infecté VIH-VHB. Alors, quels sont les comportements, quels sont exactement les déterminants génétiques qui peuvent expliquer cette réponse, on dirait, sous-optimale plutôt. Et il y avait une étude avec l'équipe de Patrick Marcelin aussi, je crois que c'est Olivier Lada qui travaille là-dessus. On voit que les patients traités ils avaient des patients qui sont exposés à l'amivudine avant, et puis ils ont fait un switch à Truvada. Et eux, ils ont comparé des patients qui avaient des réponses virologiques rapides, ce qui est beaucoup, et puis une non-réponse primaire. Mais ils ont divisé le groupe en non-réponse primaire en 2. Ils ont trouvé 7 patients, donc la moitié des patients qui avaient une non-réponse primaire, ils étaient non adhérents. Et en réponse tardive, il y a à peu près de 7. Donc ils ont comparé le groupe réponse tardive avec les réponses virologiques rapides. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé une augmentation de pourcentage de patients avec un génotype G. La durée d'exposition à l'amivudine, c'était beaucoup plus, c'est beaucoup plus long. Et ce qui est intéressant, ils ont vu que la variabilité génétique, ça veut dire le nombre de mutations, c'est assez élevé, le nombre de quasi-espèces. C'est assez élevé chez les patients qui ont une réponse tardive versus ceux qui avaient une réponse virologique assez rapide. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire si on a une faible décroissance de virus de la petite b, ça veut dire qu'il peut-être y avoir une augmentation des quasi-espèces. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les options thérapeutiques quand il y a une réponse sous-optimale ou tardive? Il y a intensification, il n'y a pas de modification, il y a switch bien sûr, mais avec ces espèces d'options thérapeutiques, quel exactement est l'impact de ces stratégies thérapeutiques par rapport à la variabilité génétique? Et ça, c'est une question qui mérite beaucoup d'études. Donc, intensification, je vais dire juste un mot là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est intensification. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? On ne sait pas trop. Et je vais juste dire tenofovir, l'amivudine, parce que c'est la molécule la plus utilisée. Ça, c'est une étude thaïlandaise. Avec l'équipe de Sharon Luen et aussi Gail Matthews, ils ont fait une comparaison entre des patients traités par l'amivudine, tenofovir et l'amivudine tenofovir. Ils ont vu, après 48 semaines, j'ai juste 48 semaines,
ils ont à peu près la même décroissance du charge virale VHB, ce qui est intéressant. Mais on sait tous que l'amivudine, ça porte un vrai risque au niveau de mutation, une mutagénèse. Et aussi, tenofovir, il n'y a pas vraiment ce risque-là. Et en fait, ils ont mentionné ça dans leur article aussi. Mais ce qui est intéressant, ils ont fait des autres équations différentielles un peu compliquées, où ils ont essayé d'expliquer un peu ce terme un peu vague qui s'appelle effectiveness. Et ils ont vu que même l'effectiveness, donc ça veut dire le particule virion de VHP, est-ce que c'est vraiment viré ou pas? Ils ont trouvé le même genre d'effectiveness avec les 3 bras de traitement. Donc, est-ce qu'il y a un vrai impact ou pas? Donc, la même équipe, ils ont fait une étude transversale, collaborative entre plusieurs pays, et ils ont juste comparé les niveaux de charge virale de VHP. Et ils ont fait une comparaison entre les patients qui prenaient tenofovir, FTC et l'amivudine, une combinaison, et ils ont comparé ça avec des patients qui ont pris tenofovir seul. Ils ont trouvé que peut-être ils ont plus de risques d'avoir une charge virale détectable. Mais cette étude, c'est encore une fois une population qui était plutôt traitée par l'amivudine avant. Et aussi, c'est pas exactement sûr parce qu'ils ont une effectivité assez faible. Ils ont même pas stratifié sur le statut antigène HBE. Il y a pas mal de problèmes avec cette étude. Donc, on ne sait pas exactement. Mais ce qu'on sait, c'est avec suppression virologique, je crois que l'intensification par tenofovir, l'amivudine, ça n'a pas un impact au niveau de l'augmentation de la suppression de la charge virale VHP. Aussi, il y a le switch. Switch, c'est assez important parce que, ok, d'accord, vous avez un patient qui était traité par tenofovir, il se peut avoir des problèmes de tolérance, etc. Et nous, dans le corps VHP, ça c'est des analyses assez récentes, et on a 2 patients qui ont été traités par tenofovir, ils ont switché à une autre molécule, l'amivudine tenofovir ou emtricitabine. Et ce qu'on voit, c'est le fait que, oui, au début, il y a des patients tenofovir qui ils ont une diminution de réplication virale, et puis après le switch, ils avaient une augmentation, et puis ils ont redescendu. Ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période, ils avaient une thérapie moins efficace. On voit que, effectivement, ça peut créer un moment où on peut voir de variabilité génétique qui augmente. Et juste pour les options thérapeutiques, ce qui est intéressant dans le corps VHHB aussi, on a gardé certaines mutations. On voit des mutations surtout liées à la résistance à l'amivudine. On voit qu'il y a une augmentation si on fait plusieurs switches. Ça, c'est une étude qui vient de publier dans la pathologie. Et juste pour dire un peu, juste un mot très brièvement sur la perspective, oui, moi je vois, pour la variabilité génétique, je vois la variabilité génétique comme un critère de jugement pour efficacité ou non-efficacité. Donc, notre question, c'est vraiment, ok, d'accord, est-ce qu'il y a une supériorité entre les traitements anti-VHB chez les patients confrontés par le VHB? Je crois que c'est plus ou moins connu, mais dans le contexte africain, on ne sait pas. L'amivudine, il se traite toujours avec l'amivudine, mais est-ce qu'il faut vraiment traiter avec tenofovir? C'est une grande question, c'est un grand enjeu. Donc nous, on a une étude qui s'appelle VAR-BEVA, qui est en ce moment. On a pris l'étude de Trivacan, des bras de Trivacan, des bras de Temprano, et on a reconstitué 3 groupes de traitement, 3 TC, sans traitement, et tenofovir, emtricitabine. Et c'est des patients co-infectés et naïfs de traitement. Et on voulait savoir exactement quel est l'impact de ces traitements vis-à-vis de la variabilité génétique. Et juste pour conclure, la réponse suboptimale, c'est assez fréquente chez les patients co-infectés. Et il y a des pistes assez intéressantes au niveau de variabilité génétique là-dessus. Ce qu'on ne sait pas, c'est vraiment de patients naïfs traitement, 3TC, parce que c'est une population qui est très peu étudiée, et aussi dans le contexte africain. Donc je vous remercie.